Tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une des stars de l'intelligence artificielle que la France et le Québec se partagent. Il vient de recevoir il y a quelques semaines à peine la Légion d'honneur pour son apport scientifique et surtout son engagement humanitaire. Yoshua Bengio fait briller l'humain derrière l'intelligence artificielle et c'est notre rôle modèle à suivre aujourd'hui. C'est un rôle modèle aussi pour moi, c'est Guillaume Gralet du magazine Le Point. Guillaume, tu as une idée derrière la tech et aujourd'hui, elle nous emmène sur les traces d'un phénomène qu'on pensait avoir vécu déjà dans les années 2000. Patatras, ça va peut-être être un revival pour l'économie numérique. Est-ce qu'on n'est pas loin du risque de bulle ? Oui, c'est-à-dire d'explosion de la bulle, Marjorie, parce qu'on a eu des valorisations dans la tech assez dingues au cours des dernières années. On voit un peu comme un retour à la normale, peut-être un retour à la raison. Et on va voir, Marjorie, que ça peut être bénéfique aussi pour l'écosystème. Absolument. Retour à la raison, là aussi, avec notre invité du jour. Et on est très heureux de l'avoir avec nous en plateau. Comment est-ce que la tech façonne les homo numericus que nous sommes ? Comment est-ce qu'elle change notre rapport à l'identité, à l'intimité, à l'autre même ? De l'essor des assistants vocaux jusqu'aux interactions entre humains et machines. Comment s'enthousiasmer pour les possibles de l'innovation tout en restant lucide sur ses potentielles dérives. Notre invité est un des meilleurs observateurs de ces sujets. Il a consacré de nombreuses recherches aux bouleversements psychiques et sociaux entraînés par la culture digitale notamment. Il est psychiatre, membre de l'Académie des technologies et du Conseil national du numérique. Vous l'avez reconnu, masterclass aujourd'hui avec Serge Tisseron. Serge, vous êtes aussi l'auteur de L'emprise insidieuse des machines parlantes aux éditions Les Liens qui libèrent et puis de Comprendre et soigner l'homme connecté, manuel de cyberpsychologie aux éditions Duno. On y revient avec vous. Bonjour évidemment. Bonjour, merci de votre invitation. On vous en prie vraiment, mais d'abord, focus. Mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun et du développement durable, eh bien c'est le credo depuis toujours du chercheur Yoshua Bengio, prix Turing 2018 et surtout un chercheur pour qui l'IA, l'intelligence artificielle, est un investissement de long terme. Édouard Degnaud revient sur son portrait. Il est l'un des plus grands chercheurs en intelligence artificielle de la planète. Yoshua Bengio est professeur d'université, informaticien et chercheur en intelligence artificielle québécois, né à Paris en 1964. Il fait ses études à Montréal et il obtient son doctorat en informatique en 1991 à l'université McGill. Il poursuit ensuite son cursus au MIT. En 1993, alors qu'il est professeur à l'Université de Montréal, il fonde MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Cet organisme rassemble des chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage profond, le deep learning, dont il est l'un des pères fondateurs. Il est l'un des principaux contributeurs mondiaux au développement du deep learning dans les années 90 et les années 2000. Il organise de nombreux événements avec Yann Lequin et notamment une série d'ateliers portant sur l'apprentissage profond. Ce qui motive vraiment Yoshua Bengio, c'est mettre la science au service de la société et assurer le développement de ces nouvelles technologies au profit de l'humanité. En 2016, il cofonde Element AI, une sorte de plaque tournante créée pour faire le lien entre les entrepreneurs, les grandes entreprises et les chercheurs du monde de l'intelligence artificielle. Avec cette initiative, Yoshua Bengio souhaite faire de Montréal un pôle d'attraction dans ce domaine. Reconnu unanimement comme l'une des sommités mondiales en matière d'IA, Yoshua Bengio a reçu de nombreuses distinctions à travers le monde. Il a notamment reçu le prix Turing en 2018, l'équivalent du prix Nobel de l'informatique. Il est également membre de l'Ordre du Canada et de la Royal Society britannique depuis 2020. Et en mars 2022, Yoshua Bengio reçoit la Légion d'honneur. Yoshua Bengio ou l'intelligence artificielle, cheville au corps, j'ai envie de dire, Guillaume. Oui, ce que je trouve très intéressant chez Yoshua Bengio, c'est bien sûr ses réflexions très poussées sur le deep learning, mais en même temps, il reste très concret. Il prône notamment l'interdiction des robots tueurs, donc il montre à quel point la technologie peut avoir un impact sur notre quotidien. Et ça tombe bien parce que c'est notamment un des objets de recherche de notre invité Serge Tisseron. On ouvre notre formule masterclass tout de suite avec ce psychiatre qui, vous allez le voir, finalement a défini les nouvelles règles de la cyberpsychiatrie.
Et je le disais, Serge, on a beaucoup de chance de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. D'abord parce que vous êtes l'auteur de 2 ouvrages qui ont marqué ces derniers mois, notamment l'emprise insidieuse des machines parlantes. Vous nous dites que nous ne sommes plus jamais seuls avec ces assistants vocaux, ces robots, ces chatbots. On est en permanence connecté et on est en permanence accompagné par cette voix. Il y a d'abord une enquête qui vient de paraître et que je voulais vous soumettre. Elle va peut-être vous étonner. Le 13e baromètre Illigo qui étudie la perception, l'usage et l'intérêt que portent les Français aux nouvelles technologies, vient juste de paraître. Cette année, il s'intéresse aux assistants virtuels. Siri d'Apple, Alexa d'Amazon, Google Home, vous les connaissez bien. Et par résultat, plus de la moitié des Français voient ces assistants virtuels comme des assistants de vie. 52% pensent qu'ils vont améliorer leur bien-être. 48% qu'ils vont développer leur intelligence et leur capacité à apprendre par eux-mêmes. Serge, à la lecture de votre livre, et je le dis, plus jamais seul, l'emprise insidieuse des machines parlantes, c'est presque l'empire des machines parlantes tout court, on se dit que peut-être que ces Français-là n'ont pas tout à fait bien lu la proposition de départ. Oui, ou alors ils sont victimes des campagnes de publicité. Parce que, vous savez, chaque fois qu'une technologie nouvelle est mise au point, elle a coûté tellement cher pour être mise au point qu'il faut que ceux qui l'ont fabriquée en vendent beaucoup. Et donc, on sait bien que la publicité ne nous vend pas de la réalité, elle nous vend du rêve. Et donc, quand on regarde les publicités, en effet, pour ces enceintes connectées, on a l'impression que tout est beau, tout est bien, que l'avenir est radieux. Donc, les gens l'achètent. Et puis, il faut bien reconnaître que quand ils parlent sincèrement de leurs expériences, ils disent que c'est difficile, qu'il faut autant s'adapter à la machine qu'attendre que la machine s'adapte à nous. Il faut adapter son intonation, ça ne marche pas toujours, ça bug, mais il y a quand même l'espoir qu'au bout du compte, on va gagner quelque chose parce qu'on l'a acheté pour ça. Voilà. Et donc d'ailleurs, ça pose un vrai problème, c'est que ces technologies pourraient être différentes, mais justement, ça suppose que les utilisateurs aussi soient capables d'imposer leur choix. Mais si une machine ne nous paraît pas correspondre en réalité à nos besoins, il ne faut pas hésiter à dire à nos amis de ne pas l'acheter et attendre qu'une technologie corresponde mieux à nos besoins. Parce qu'encore une fois, quand on parle de ces assistants vocaux, de ces enceintes connectées, vous le dites carrément, ce sont les chevaux de Troie des plateformes. Alors, les plateformes ne s'en cachent pas, hein, c'est-à-dire que vous savez que le modèle économique des fameux GAFAM, c'est de prélever nos données personnelles. Et donc aujourd'hui, ils prélèvent nos données personnelles chaque fois que nous allons sur Internet, chaque fois que nous nous déplaçons, nous sommes géolocalisés, chaque fois que nous téléphonons. Mais en revanche, quand nous prenons notre bain, notre douche, quand nous disons bonsoir à nos enfants, ça leur échappe. Alors, avec une enceinte connectée qu'on sait quand on allume, même des fois d'ailleurs on ne sait pas parce qu'elle s'allume toute seule, et qu'on oublie d'éteindre, l'enceinte connectée capte tous les bruits de l'environnement, toutes les conversations, elle peut même capter plusieurs conversations en parallèle, les transmettre au serveur central, et si vous voulez, vous allez me dire, ça ne mord pas. C'est vrai, on continue à vivre, voilà, mais de plus en plus de nos données personnelles sont récupérées par ces plateformes et l'utilisation qu'elles en font est assez opaque, hein, puisque même il y a des reportages qui ont attiré sur notre attention sur le fait que des hackers peuvent en récupérer, que même que des entreprises peuvent en racheter. Donc voilà, il faut éduquer nos enfants avec l'idée que ces machines peuvent être des vrais amis, mais que c'est aussi des mouchards et qu'il faut apprendre à les utiliser quand on en a envie, mais apprendre aussi à les éteindre au moment où elles pourraient nous espionner à notre insu. C'est ce que je voulais vous dire. Une enceinte connectée, a priori, ça ne mord pas, mais ça mord peut-être par ricochet. Guillaume, on l'a vu notamment dans l'actualité ces derniers mois, ces dernières années. Ça tombe bien aussi parce qu'on fête en ce mois de mai l'anniversaire du RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles qui a été sacralisé par l'Europe et qui a fait école jusque dans la Silicon Valley. Tout ça, ça nous dit qu'on est de plus en plus conscient de l'utilisation de nos données, où on continue à être finalement pas très lucide là-dessus. Oui, et puis surtout, on voit une utilisation de ces assistants personnels qui peut étonner les propriétaires. On l'a vu, Marjorie, on en avait parlé ensemble lors de l'élucidation d'un cas criminel aux États-Unis où une enceinte connectée a été, si j'ose dire, quasiment appelée à la barre, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée comme un témoin pour élucider qui était l'auteur d'un crime.
Oui, alors on n'est pas dans la science-fiction, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si vous voulez, ces enceintes connectées créent une relation totalement inattendue, totalement nouvelle, et on comprend que nos contemporains peinent à s'en représenter les enjeux. D'autant plus que ces enjeux sont guère explicités par ceux qui les vendent. Mais ce qui est en jeu quand même, c'est une révolution anthropologique, c'est-à-dire la possibilité de communiquer avec des machines, de leur dire bonjour. Ces machines vont dire je pense, je te propose que, peut-être le meilleur itinéraire pour toi, voilà, ou je te propose telle musique. Ces machines vont dire on va parler avec ces machines, et en fait, il n'y aura personne. On va parler à des machines, et on va parler à personne. Donc, sauf au programmeur qui est derrière, mais au fur et à mesure que les algorithmes vont se compliquer, le programmeur ne sera pas maître de tout. Il récupérera tout, mais la machine aura aussi un degré de possibilité de jongler avec les algorithmes. Voilà. Et donc, du coup, c'est une véritable révolution anthropologique qui nécessite vraiment de replacer au cœur de nos vies ce qui est fondamental, c'est la relation à un humain. Et moi, je m'inquiète autant aujourd'hui de ces machines qui répondent parfois quand on appelle une banque, on appelle sa banque, on croit que c'est un humain qui nous répond, c'est un robot. Alors, j'ai rien contre, le robot fait gagner du temps, le robot est plus précis, le robot n'a pas à regarder ses notes ou un écran, il connaît bien les choses. Le problème, c'est que l'utilisateur ne sait pas qu'il a affaire à un robot. Et donc, du coup, vous voyez, on apprend à interagir avec des machines un peu comme avec des humains, voire comme avec des humains. Et puis, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on trouve un moyen terme. Si on ne sait pas qui est une machine, qui est un humain, on va se fixer une zone intermédiaire. On ne s'adressera plus vraiment à des humains comme à des humains, mais possiblement comme à des machines, et aux machines comme possiblement à des humains. Et ça n'est éthiquement pas acceptable. Mais est-ce que c'est plus insidieux et éthiquement inacceptable parce que ça se passe par la voix? On a très bien observé, on le décrit, ce phénomène de Uncanny Valley, cette vallée de l'étrange avec des robots humanoïdes. Donc là, on parle vraiment de robots physiques. Si j'ose dire, quand on parle d'assistants vocaux, donc de robots par la voix, est-ce qu'on ne se laisse pas trahir par ce sens qui est très particulier dans l'humanité, qui est la voix à laquelle on a envie de faire confiance, parce qu'il n'y a rien de plus, de moins finalement dangereux, se dit-on, qu'une voix humaine. Oui, alors vous évoquez la fameuse vallée de l'étrange de Masahiro Mori. Masahiro Mori, d'ailleurs, n'avait pas travaillé sur des robots, il travaillait dans les années 1960, il travaillait sur des poupées et des marionnettes de Buto au Japon. Et il avait montré que plus une marionnette ressemble à un humain, plus on a tendance à lui faire confiance, à se projeter en elle, jusqu'à un certain stade où la marionnette ressemble beaucoup à l'humain, mais il y a une petite différence avec l'humain. Par exemple, elle ressemble parfaitement humain, les gestes sont un peu saccadés. L'exemple donné par Masahiro Mori, c'est il y a un robot qui incarne parfaitement un humain, il vous tend la main, vous lui tendez la main et sa main est glacée. Et donc du coup, vous avez un humain apparemment dont la main est glacée. Donc Masahiro Mori dit il ne faut pas que le robot ressemble trop à un humain, parce qu'on n'arrivera jamais à ce qu'il ressemble complètement à un humain. Il y aura toujours une petite différence, ça va mobiliser des angoisses de l'ordre du zombie, du spectre, du fantôme. Voilà. Alors, Hiroshi Ishiguro, qui a été un opposant à Masahiro Mori, a dit mais on peut trouver un moyen pour que les robots, pour échapper à la vallée de l'étrange, c'est donner aux robots tous les petits comportements que les humains ont spontanément sans s'en rendre compte. On cligne des yeux, on bouge la tête, on bouge un petit peu le tronc en parlant, on est animé en permanence de petits mouvements. Donc Hiroshi Ishiguro dit mais si on donne ça à un robot, il ne sera plus angoissant, on ne tombera plus dans la vallée de l'étrange. Mais ça c'est en travaux, c'est pas encore le cas. Par contre, pour la voix, il y a possibilité d'imiter la voix absolument. Il y a un acteur américain qui a eu un cancer des cordes vocales, il est guéri, il peut très bien jouer dans des films, mais sa voix est abominable. Eh bien, une machine aujourd'hui lui rend sa voix telle qu'elle était avant son cancer des cordes vocales. On peut parfaitement aujourd'hui imiter une voix humaine, et même votre voix, ma voix, toute l'information qu'a collationnée Apple sur moi peut lui permettre de fabriquer ma voix parfaitement. Donc, et il y a pourra pas le la faire dans 200 ans, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle va rendre immortelle la voix de tout un chacun, ou ressusciter des voix. On l'a vu avec des voix de Marilyn Monroe, par exemple. Oui, absolument. Et ça permet d'aborder une première question sur comment notre relation au monde va être changée, puisque je vous parlais de la relation anthropologique, la relation au deuil. À partir du moment où nous pourrons continuer à parler avec un disparu qui nous parlera avec sa voix, voire avec un robot qui lui ressemblera vaguement,
peut-être que pour beaucoup de gens, faire son deuil n'aura plus de sens. On ne sait pas. Voyez, et donc, du coup, des choses qui paraissaient vraiment installées dans la culture, nous vivons, nous naissons, nous vivons, nous mourrons, voilà, il faut se passer des disparus, peut-être qu'on va rentrer dans une culture où ceux qui ne voudront pas se passer des disparus pourront ne pas se passer du disparu. Ça me rappelle le scénario d'un tout premier épisode de Black Mirror. Exactement. Vous me faites très peur, Serge, là, d'un coup d'un seul, en me disant qu'on n'est pas si loin de la réalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se méfie moins du deepfake vocal? Parce qu'on a vu ce phénomène des deepfakes se répandre dans la vidéo. Maintenant, ça arrive aussi dans la voix. On arrive à créer l'émotion avec ces voix artificielles, donc on ne se méfie pas, nous, tout seuls? Non, la voix a tellement longtemps été la particularité de l'être humain que notre génération a encore de la peine à concevoir qu'elle soit celle d'une machine. Or, c'est dit, nos enfants qui parlent aux enceintes connectées, qui parlent à Siri, vont rentrer dans une autre culture. Pour eux, probablement, la voix ne sera plus le signe de l'humain. Mais pour les gens qui ont plus de 20 ans, 30 ans, elle reste le signe de l'humain. Avec d'ailleurs aussi un autre bouleversement quand on va se dessiner, c'est qu'à partir du moment où on aura la possibilité de parler à ces machines régulièrement de ce qui nous arrive, on les aura toujours sur nous, ça sera des compagnons toujours disponibles. Quand on aura une émotion un peu importante, bon, peut-être on cherchera à appeler un humain, mais les humains, souvent, ils sont sur répondeur, donc finalement, on parlera à la machine qui nous répondra. Et du coup, les émotions aujourd'hui qui sont autant des choses éprouvées intimement que des choses partagées risquent de basculer beaucoup plus vers des choses partagées. On peut même se demander si un jour les humains, dans 50 ans, pourraient encore penser qu'une émotion peut ne pas être partagée, puisqu'à tout moment, on pourra la partager avec une machine qui nous dira « raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive, tu as l'air bouleversé ». Ah ben oui, la machine dira même peut-être à ta place, je serai bouleversé aussi. Vous voyez, il faudra pas la croire, évidemment, mais elle pourra être convaincante. Mais ça demande justement, Guillaume, d'énormes développements en matière d'intelligence artificielle, notamment. Serge, je le rappelais, vous êtes notamment un membre de l'Académie des technologies, donc c'est des questions que vous observez de très très près. Ça nous renvoie tout de suite aux questions de maturité technologique, mais aussi de garde-fous éthiques. Guillaume, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là en ce moment? Ce qui est intéressant, pour revenir à ces exploits, on a l'impression que peut-être on a vu énormément de choses bouger en 10 ans. Je pense, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, Serge, mais qu'en fait, c'est plus de 40 ans ou 50 ans de recherche, en fait. Si on regarde Siri, ils se sont beaucoup appuyés sur les travaux du SRI, justement, californien. Donc c'est quelque chose de progressif, mais on voit effectivement une accélération qu'on doit en partie au deep learning. C'est un autre clin d'œil à Yoshua Bengio, avec la collection. Et puis, pour citer une autre référence intéressante dans la fiction, en dehors de Black Mirror, il y a le film Her, où vous voyez cette intelligence artificielle qui va parler. C'est quand même, moi, ça m'a rendu triste à la fin du film. Elle parle à plusieurs dizaines de milliers de personnes, alors que j'y ai cru à cette relation. Et c'est impressionnant. Oui, alors, au niveau des réflexions éthiques, tu as raison, Marjorie. Je pense que ce qui est important, ce sera que l'humain qui parle à ces machines soit au courant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il parle à une machine. C'est ce qu'on pourrait réclamer, en tout cas, c'est ce que le bon sens réclame tout de suite. Ce serait le minimum qu'on puisse offrir à l'être humain. Oui, ça serait le minimum. Et à un degré de plus, ça serait de connaître la logique des algorithmes qu'il y a derrière. Alors, on parle souvent d'intelligibilité, de transparence des algorithmes. Moi, je préfère l'intelligibilité, parce que si on me donne les algorithmes, je ne comprendrai rien. Je préfère avoir un mode d'emploi. Mais ça se voit dans beaucoup de domaines. Regardez aujourd'hui la manière dont l'intelligence artificielle permet à des médecins, aide des médecins à faire des diagnostics. Les algorithmes qui sont utilisés, c'est-à-dire les préférences de la machine, ne sont pas connues. La machine propose un diagnostic, peut-être selon des préférences qui sont privilégiées en Californie, mais on achète la machine en France, ou qui sont privilégiées au Japon, on achète la machine en France, ce n'est pas forcément les critères qu'on a tendance à privilégier. Quand même des particularités propres à chaque groupe humain, voilà. Donc, vous voyez, cette question des algorithmes est la question qui vient après. La première, en effet, c'est savoir à qui on parle. Voilà. Et la seconde, c'est qu'on sache comment la machine résonne et en fonction de quoi elle nous propose ce qu'elle nous propose. Ouais, transparence auquel vous préférez, intelligibilité des algorithmes, sur lequel l'Europe essaie de légiférer et de réglementer aujourd'hui, Guillaume. Oui, exactement. Et puis là, on peut également citer les travaux de plusieurs chercheurs, comme ceux notamment d'Aurélie Jean, qui est une numéricienne qui est très en pointe sur ce désir d'explicabilité et d'intelligibilité.
Voilà, donc, mais il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir des consommateurs. Le problème, c'est que quand une technologie nous est proposée, ceux qui nous la proposent nous disent toujours ça n'aurait pas pu être autrement. Il y a une logique de la recherche qui nous a amené à ça. Mais la recherche peut prendre des voies très différentes. Et le fait de donner, par exemple, aux machines parlantes une voix humaine, c'est pas quelque chose de fatal. D'ailleurs, je crois que c'est Apple qui a décidé de donner une voix une voix pas androgyne, non genrée. Une voix non genrée. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une voix non genrée. Alors, il faut comprendre que c'est bien parce qu'ils ont pris conscience du fait que les voix genrées peuvent renforcer les stéréotypes, mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a beaucoup de start-up qui vont proposer en option des voix très genrées. Et donc ça va poser des problèmes, évidemment. Alors, hommes-femmes, bon, mais les voix d'enfants aussi. Après tout, le travail des enfants est interdit. Pourquoi est-ce que je mettrais une voix d'enfant pour m'indiquer le bulletin météorologique? Non, c'est un travail que je demande à mon enceinte. Il n'y a pas de raison que ce soit un enfant qui me répondent. Vous voyez, donc on va vers ou la voix d'un disparu. Est-ce que j'aurais le droit de disposer de la voix d'un disparu sans son consentement? Donc vous voyez, il y a beaucoup de problèmes éthiques qui se posent. Et le problème, c'est que l'éthique, elle court derrière, parce que l'évolution technologique va très vite. En Europe, vous l'avez dit, mais il faut le saluer, l'Europe, on est quand même le continent le plus avancé au niveau de la préoccupation éthique autour de ces technologies. Ouais, l'éthique et la régulation qui jouent parfois un peu au catch me if you can avec les plateformes et leur business model, parce que si on regarde un peu, si on suit où se passe le prochain business model, on peut comprendre quelles vont être les prochaines frontières de la régulation. On continue notre discussion, évidemment, masterclass aujourd'hui, vous le savez, avec Serge Tisseron dans l'école du futur dans un instant, mais d'abord, vous n'allez pas être très content, on va faire un tour du côté de la planète tech. Et le Zap qui est préparé aujourd'hui par Cheryl Jessica Issenger, on le regarde ensemble bien sûr. De retour bien sûr sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de Serge Tisseron, psychiatre, membre de l'Académie des technologies et puis un auteur évidemment extrêmement prolifique, l'emprise des machines parlantes, l'emprise même insidieuse, plus jamais seul, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent, et puis comprendre et soigner l'homme connecté, manuel de cyberpsychologie, ça c'est chez Duno, et on y revient dans un instant. Serge, justement avec vous, mais d'abord attention, craque en vue avec Guillaume Gralet. Et vous allez voir, c'est pas très drôle en l'occurrence pour l'économie numérique.
Et oui, Guillaume, parce qu'avec toi aujourd'hui, on va se souvenir d'un moment qui a été un peu douloureux pour l'économie numérique. C'était les années 2000, la bulle qui éclatait. À ce moment-là, eh bien, tu nous dis qu'on pourrait y retourner dans quelques semaines ou dans quelques mois. Oui, on avait presque oublié ça, Marjorie, parce qu'on vit toujours au milieu des licornes. Vous savez, ces startups valorisées plus d'1 milliard de dollars, des hexacornes jusqu'à 100 milliards. Aujourd'hui, il y a comme un petit rappel à la réalité, et un des investisseurs qui en parle le mieux, c'est Benoît Grossman, qui est coprésident de France Digital, la plus grosse association de start-up et d'entrepreneurs en Europe. Il explique que chez les investisseurs, on est passé du fear of missing out, le FOMO, la peur de passer à côté d'un grand deal, un grand coup, au fear of looking stupid, c'est-à-dire d'investir dans un projet trop valorisé ou qui ne verra pas très très loin. Cet associé, c'est pas n'importe qui, parce qu'il a d'abord travaillé chez ID Invest, aujourd'hui chez Euraseo. Il a permis à plusieurs startups françaises de rejoindre le Nasdaq, notamment, Marjorie. Et aussi d'être valorisé. Alors, on a l'impression que c'est un peu la blague de l'arroseur arrosé, ou des grands investisseurs qui ont envie de se désinvestir un petit peu de l'économie numérique, non ? Oui, on a vu des véritables moteurs sur la valorisation des startups dans le monde, en Europe et en France, comme l'américain Tiger, son compatriote General Atlantic, ou encore le japonais SoftBank, qui ont véritablement revu à la baisse l'enveloppe qu'ils veulent consacrer aux startups. Certains fonds vont même, c'est vraiment inédit, en tout cas très inhabituel, jusqu'à renégocier a posteriori les contrats, ce qu'on appelle les term sheets, les contrats qui les lient aux startups pour les revoir à la baisse. Avant, lorsque vous faisiez cela, me confie un investisseur, eh bien, vous étiez mis sur le banc pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et justement, ça veut dire quoi ? Alors, d'une part, on a des fonds d'investissement qui ont un petit peu plus de mal à ouvrir leur portefeuille et leur porte-monnaie, fût-elle même en crypto. De l'autre, on a quand même besoin de revenir à une raison au sein de cette économie numérique, cet écosystème qui s'était beaucoup emballé. Tu rappelais tout à l'heure le bestiaire absolument incroyable et mythologique qu'il suscite. Oui, il y a une expression que je trouve très intéressante de Jean Delaroche-Brochard, qui est le managing partner, donc le responsable de Kima Ventures. C'est un fonds qui investit dans 1200 startups dans le monde, qui est basé à Paris, et qui m'a dit c'est un retour aux fondamentaux. C'est-à-dire que la valorisation a été divisée par 2 au cours du dernier trimestre. Jusqu'ici, me confie un autre investisseur, on valorisait une entreprise qui ne gagnait pas encore de l'argent jusqu'à 40 fois son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on revient à 10 fois son chiffre d'affaires. Alors, on n'est pas véritablement en 2000, puisque les sociétés font du chiffre d'affaires, mais elles n'auront pas forcément une valorisation qui va jusqu'au ciel, comme ça a été le cas au cours des derniers mois. Et c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va revenir. Serge, vous me regardez, parce que je sais que vous allez aimer cette expression. Est-ce qu'on va revenir finalement à un processus d'innovation beaucoup plus frugal et beaucoup plus rationnel ? Oui, c'est ce qu'explique Julien Codorniou, donc lui qui est basé à Londres, qui est associé chez Felix Capital. Il explique que les fonds institutionnels vont diminuer ce qu'ils appellent les investissements dans le growth, c'est-à-dire des tours de table de plus de 50 millions de dollars pour aller vers des investissements d'amorçage de quelques millions. Il explique, lui, que c'est un peu un succès de cette innovation frugale qui a été théorisée par Navid Raju, un professeur qu'on trouve très intéressant. On va se rapprocher de ce qu'on appelle le Lean Startup, là, une autre théorie de Eric Ries, un entrepreneur américain. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que Julien Codorniou explique que n'oublions pas que c'est dans les périodes de crise qu'on va voir les meilleures imaginations, peut-être également des réflexions peut-être plus éthiques sur la technologie qu'on veut créer, et c'est peut-être une autre porte qui s'ouvre à l'avenir. Ah, absolument. Serge, ça veut dire quoi ? Que de la difficulté naît la créativité, en effet, mais surtout, est-ce qu'on peut revenir à une économie numérique protéiforme, virale, globalisée, qui va revenir à ses fondamentaux, dont le défi premier était d'innover pour le défi même scientifique, technologique, et non pas juste faire grossir des portefeuilles de VC. Oui, alors il faut d'abord quand même rappeler que l'engouement pour le numérique, pour l'intelligence artificielle, pour la robotique, depuis les années 1950, elle est en dents de scie, voilà, elle est en ondulation. Il y a des périodes de très très fort investissement parce que voilà, les chercheurs disent on va trouver des choses fantastiques, on a besoin d'argent, et puis au bout de 3 ans, ils l'ont toujours pas trouvé. Alors les financiers disent eh ben on va quand même mettre notre argent ailleurs parce qu'on en a beaucoup perdu avec vous. Et pouf, ça tombe, ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. Puis ça repart avec de nouvelles promesses, voilà. Donc on reste dans cette sinusoïde. Et vous avez employé le mot de frugalité, moi que j'aime beaucoup, je préfère beaucoup au mot de
sobriété, parce que quand j'entends sobriété, j'entends toujours santé-sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, il faut consommer un peu moins. Alors que dans la frugalité, pour moi, c'est consommer autrement pour la consommation ou investir autrement pour l'investissement. Dire peut-être chercher des domaines qui ont encore été peu explorés et qui pourraient être plébiscités par les utilisateurs, parce qu'on ne compte pas les entreprises de robotique qui se cassent la figure, hein, parce qu'ils fabriquent des robots qui valent ce qu'ils valent, mais qui ne correspondent pas vraiment aux besoins des gens. Donc il y a certainement l'idée derrière la frugalité de retrouver des innovations technologiques qui fassent sens pour les utilisateurs, qui leur soient utiles. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Même s'il y a un certain nombre d'entreprises qui en pâtissent, mais trop de chercheurs ont envie de poursuivre, ont envie de trouver ce qu'ils cherchent, même sans trop se poser la question de savoir comment après ça va être utilisé par les utilisateurs. Il y a la question du pourquoi, c'est certain, mais si je vous écoute bien, il y a aussi la question de cette temporalité qui n'est pas forcément la bonne. La recherche qui a besoin de temps long, fondamentalement, pour pouvoir développer ces technologies et en explorer toutes les pistes. On espère même les meilleurs. Et de l'autre côté, le temps de l'investissement qui lui est forcément sur un raisonnement de cycle et de temps extrêmement court pour pouvoir récupérer ses billes, si je veux dire. Oui, et puis aussi une question de génération, c'est-à-dire que les enfants qui aujourd'hui grandissent avec un smartphone dans la main, souvent dès l'âge de 8 ans, qui sont habitués aux réseaux sociaux, qui gèrent des avatars dans les jeux vidéo, ils vont probablement s'enthousiasmer beaucoup plus pour les mondes numériques immersifs interactifs que des gens qui ont 40-50 ans. Donc, si vous voulez, du coup, il y a des innovations technologiques qui ont besoin de trouver leur public. Mais alors, ce public, il peut être aussi un public en formation. Et du coup, il y a le temps aussi de l'évolution humaine, hein, qui ne peut pas être accélérée artificiellement. Une nouvelle génération découvre une nouvelle technologie, se prépare à accepter des technologies toujours nouvelles, mais il faut le temps que cette génération devienne mature, qu'elle puisse investir, qu'elle puisse acheter. Donc, tout ça doit être pris en compte par les investisseurs. Mais je pense que le problème, ce qu'on a un petit peu évoqué, c'est que l'éthique ne doit pas attendre que le public adopte ou n'adopte pas une technologie. L'éthique ne doit pas attendre ce qu'on appelle éthique by design, essayer de concevoir les normes éthiques au moment même de la conception d'une machine. Et dans le cas des enceintes connectées, hélas, beaucoup d'entre elles se mettent en route sans qu'on le leur demande, captent tout ce qu'il y a autour d'elles à l'insu de leurs utilisateurs. L'utilisation des données est opaque, les voix genrées renforcent les stéréotypes, une voix masculine pour donner des conseils bancaires, une voix féminine pour donner le chemin à suivre ou les bonnes recettes de cuisine. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes éthiques en suspens qui n'ont pas été anticipés et derrière lesquels l'Europe notamment avec ses règlements est en train de courir. Mais en tant qu'utilisateur, il faut être conscient de ces choses-là. Allez, l'éthique n'attend pas, et la deuxième partie de notre discussion non plus. Comment anticiper, encore question de timing, l'impact psychologique du monde numérique qui vient, évidemment. On pose la question à Serge Tisseron. Oui, parce que Serge, vous avez coécrit ce traité, ce manuel de cyberpsychologie aux éditions Duno. Comment comprendre et soigner l'homme connecté. C'est aussi un ouvrage dans lequel vous envisagez les étapes, les changements qui arrivent à nous, notamment celui sur les univers immersifs, les métavers. Est-ce que ce sont les univers de tous les possibles, même les moins bienveillants? C'est ce qu'on va voir justement avec vous. D'abord, le métavers, c'est aussi l'anticipation d'une prolongation de soi. Là, cette fois-ci, je fais appel à votre casquette de psychiatre. Il y a cette idée de se dire que dans des métavers, dans ces univers immersifs, il y aura une fusion de nos identités réelles et de nos identités numériques. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, alors d'abord, je veux dire un mot sur la cyberpsychologie, parce que le mot doit paraître bizarre aux gens qui nous regardent. Alors, c'est une discipline nouvelle de la psychologie. Donc, cyber, ça vient des travaux sur la cybernétique, évidemment. Et cyberpsychologie, c'est une nouvelle branche de la psychologie qui étudie les interrelations entre les humains et les objets. Et pendant longtemps, les psychologues s'en sont jamais préoccupés. On utilisait des chaises, des tables, des couteaux, des fourchettes, mais personne ne voyait l'utilité de réfléchir à ce que ça changeait à notre vie. Pourtant, ça changeait beaucoup de choses d'utiliser une fourchette ou de ne pas en utiliser ou de manger avec les mains. Mais il n'y avait pas de psychologie pour s'en occuper. Donc, avec les objets numériques, il est devenu évident qu'il faut s'en occuper. Et donc, voilà, c'est une nouvelle branche de la psychologie qui étudie comment ça nous transforme, comment en utilisant
utilisant les objets, comment en les fabriquant, en les transformant, nous nous transformons eux-mêmes. Et puis, évidemment, comment on peut utiliser ces technologies en thérapeutique, donc les jeux vidéo, la réalité virtuelle, donc bientôt les métavers, la robotique. Et puis aussi, comment ces technologies, on l'a évoqué, peuvent organiser des nouvelles formes de contrôle social. Ça aussi, ça fait partie de la cyberpsychologie. Donc, il y a 3 volets. Alors, par rapport à votre question, oui, alors dans les métavers, on se fabrique un avatar ou plusieurs, voilà. Et puis, toute la question, c'est de savoir jusqu'où on peut faire dans les mondes virtuels ce qu'on n'a pas le droit de faire dans les mondes réels. Parce que, d'un côté, on peut dire c'est pas vrai, c'est de la fiction, mais d'un autre côté, on l'a bien vu, que plus les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, plus ils ont tendance à s'insulter sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. Donc on voit bien que l'être humain prend des habitudes, et que ces habitudes, parce qu'on a tous tendance à se simplifier la vie, quand on a des habitudes dans un domaine, on a spontanément tendance à les utiliser dans un autre. Donc toute la question va être bien sûr de savoir jusqu'à quel point on a le droit d'accomplir dans les métavers des choses qu'on n'a pas le droit d'accomplir dans les mondes réels. Et ça, c'est un vaste problème parce que si beaucoup de gens sont capables de passer d'un monde à un autre, peut-être que évidemment, tout le monde n'est pas capable de la même manière. Probablement, les jeunes en sont plus capables que les autres parce qu'ils sont déjà dans des métavers. Fortnite, les jeux vidéo Fortnite, EVE Online, c'est déjà des métavers. Donc voilà, un vaste domaine et pour lequel aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. L'idée on sait bien que les amendes ne fonctionnent pas, les rappels à l'ordre ne fonctionnent pas dans les mondes numériques. Donc voilà, c'est aujourd'hui un énorme problème. C'est pour ça d'ailleurs que les concepteurs avancent doucement. Et je pense que la difficulté principale, ça sera d'arriver à faire la différence dans ces mondes entre les moments, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, les moments où on a affaire à un avatar géré par des algorithmes et les moments où on a affaire à un avatar géré par des humains. On ne va pas parler de la même manière ce qu'on appelle un personnage non joueur dans les jeux, qui est généré par la machine, qui est donc un objet technologique, on peut l'insulter, on peut le flinguer, voilà. Et puis l'avatar derrière lequel il y a un humain, à partir de quel moment est-ce qu'on sera capable d'envisager qu'il y a un humain derrière? Probablement, beaucoup de gens vont traiter dans un premier temps les avatars derrière lesquels il y a des humains comme les avatars générés par les machines. Mais il faudra bien qu'ils apprennent à faire la différence. Donc, vous voyez, un vaste sujet d'étude, mais dans lequel il faut prendre en compte la familiarité avec les technologies, donc l'âge, les juniors, les seniors, et puis aussi les cultures. Les Asiatiques n'ont pas la même relation, n'ont pas les mêmes modes d'entrée en relation que nous autres occidentaux. Donc voilà, un boulevard immense pour la cyberpsychologie, mais aussi pour les questions d'éthique. Et j'ai encore l'impression d'être dans l'adaptation d'un roman de Michael Crichton avec vous, Serge Tisseron, décidément. Guillaume, une question évidemment sur ces métavers qui nous préoccupent aujourd'hui. Oui, en fait, moi, ce que je trouve très intéressant et fascinant lorsque je vous écoute, c'est qu'en fait, il y aura de moins en moins de frontières entre le réel et le virtuel. Ce qui m'avait frappé dans un de vos précédents ouvrages, c'est qu'on vous expliquait que certains soldats américains allaient jusqu'à enterrer des robots qui les avaient aidés au combat, parce qu'ils avaient véritablement projeté des sentiments humains sur des machines. Ici, lorsqu'on observe les derniers capteurs, les derniers outils technologiques qui vont nous permettre d'aller dans le métavers. Si on regarde par exemple les outils de Meta qui travaillent avec les Ray-Ban Stories, des lunettes, également ils travaillent avec Luxottica, mais également une peau artificielle, des capteurs de poignée, ou même les signaux électriques de notre cerveau, c'est-à-dire on va décrypter nos intentions pour permettre à notre avatar non seulement de faire bouger une prolongation de soi, mais également de notre univers. Ça sera de plus en plus difficile en réalité de faire une différence. En ce sens, effectivement, la régulation européenne comme le DSA peut permettre d'avoir les mêmes règles dans les mondes immatériels que dans la réalité. Et cette absence de frontières, quelque part, elle est fascinante, elle est géniale. C'est-à-dire qu'on va avoir une immersion massive de la même manière qu'on l'a dans la réalité virtuelle, mais encore plus forte. Mais en même temps, elle peut faire un peu peur. Oui, d'autant plus qu'il a été montré que nous avons le même mode de relation avec les avatars dans les mondes numériques qu'avec des vrais humains. C'est-à-dire, nous les regardons dans les yeux, nous leur parlons, nous pouvons avoir un attachement à eux, nous serons sympathiques, antipathiques, nous pouvons nous attacher à eux. Et d'ailleurs, des joueurs de jeux vidéo, des fois, quand un joueur disparaît, c'est pas le joueur qui regrette, c'est la présence de l'avatar dans le jeu, qui était une présence, qui était un accompagnement. Donc, toute la question, c'est de savoir comment, en fait, on pourra passer des règles
règles du monde concret, matériel, physique, aux règles des mondes numériques et peut-être aussi respecter des sas, pas passer de l'un à l'autre. Imaginez par exemple que vous entriez dans un monde numérique dans lequel vous avez une voiture de course et puis il faut gagner à tout prix, même si vous cabossez votre voiture, il faudra peut-être pas prendre votre vraie voiture dans les 5 minutes qui suivent, vous arrêtez le jeu, vous regardez votre montre, vous précipitez dans la rue, prenez votre voiture. Vous voyez, il faudra peut-être respecter des périodes, voilà. Des sas de décompression. Des sas de décompression, voilà. Alors, ce qui se fait déjà un petit peu dans les salles de jeu de réalité virtuelle, voilà. Mais bon, il y aura... Si vous voulez, on ne sait pas très bien, finalement, comment nous allons, dans 20 ans, interagir à long terme avec les robots. Il n'y a pas d'études sur l'interaction avec les robots. Et on ne sait pas non plus comment on interagira dans 20 ans dans les mondes numériques. Mais ça veut dire quoi, Serge? Qu'on est en train, concrètement, de fabriquer des bombes à retardement en matière de cyberpsychologie? Alors, c'est une formulation dystopique. Formulation dystopique très effrayante. On est en train de toucher à ce qui est au fondement de l'humain, alors avec le robot qui simule l'humain, avec l'intelligence artificielle qui simule les compétences humaines, et puis avec la d'avoir des identités d'emprunt dans lesquels on pourra se mouler complètement dans des mondes où certaines caractéristiques seront celles du monde concret et d'autres pas. Donc, on ne sait pas. Et regardez, il y a déjà un monde virtuel qui s'appelle Second Life. Et il y a quelque chose que je trouve très bien dans Second Life, c'est que on peut changer son avatar à vue. Alors ça, c'est très bien. Si vous voyez une très jolie fille ou un très joli garçon, vous vous approchez, vous êtes séduit, puis tout d'un coup, pouf, il se transforme en poulpe ou en soldat romain. Et là, vous comprenez... Vous dites que les poulpes ne sont pas jolies, dites donc. Voilà. Les gens pour les disons, ça n'a pas le même attrait. Et voyez, et là, je trouve que c'est bien, parce que du coup, vous êtes immédiatement renvoyé au fait que c'est un avatar avec un humain derrière. Et du coup, ça vous fait voir les choses autrement. Parce que sinon, si vous interagissez beaucoup avec un personnage féminin dans un jeu vidéo, au bout d'un moment, vous demandez toujours est-ce que tu es une vraie fille? Mais si le personnage change, un poulpe, un soldat romain et tout, vous n'avez plus tendance à poser la question. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui s'amuse. Voilà. Et ce qui est intéressant, Guillaume, notamment parce que c'est une enquête notamment que tu avais réalisée pour Le Point, mais pas que, sur le fait que ces univers comme Second Life, qu'on pensait démodés, sont revenus justement d'abord à la une avec évidemment l'avènement des futurs métavers, mais aussi issus de nos habitudes de confinement. Ces espaces se sont redéveloppés à l'aune des premiers confinements de 2020. Oui, et puis ce qui est assez fascinant, Marjorie, c'est qu'en fait, il y a plusieurs mondes parallèles qui continuent à vivre. On avait effectivement interviewé les créateurs de Second Life qui disent non, il y a toujours des gens qui viennent chez nous, plusieurs dizaines de milliers. C'est la même chose sur d'autres salons comme Laval Virtual, où on va inventer un peu la manière de travailler du futur, de prendre des rendez-vous. Et c'est la question qu'on peut se poser peut-être sur l'interopérabilité des différents métavers. Est-ce qu'il y aura un seul métavers? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Est-ce que ce qu'on achète dans un, je vais l'avoir dans l'autre? Est-ce qu'il y aura plusieurs droits qui vont se créer? Tout ça, ce sont des questions qui me passionnent. Rien que le fait que vous parliez de métavers, je pense que c'est peut-être pas prudent parce que du coup, on a tendance à oublier tous les autres mondes numériques immersifs interactifs. Zuckerberg, le patron de Facebook, a posé, il a acheté, il a fabriqué, il s'est emparé du mot méta et je pense qu'il faut être prudent. Moi, je préfère parler de monde numérique immersif interactif parce que dès qu'on parle de méta, on pense Facebook. Oui, bien sûr. Mais vous pensez qu'il y en aura plusieurs qui vont coexister ou un seul? Fortnite déjà est bien parti, Online fonctionne. Oui, il y en aura plusieurs. C'est un énorme Eldorado pour les marques, comme vous savez, parce que peu de gens achètent des vêtements de luxe, par exemple, de grands couturiers, mais quand vous pourrez acheter, parce que ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, quand vous pourrez acheter pour 10 € une robe d'un très grand couturier pour votre avatar, il y aura sans doute beaucoup de gens qui vont se l'offrir. Donc c'est un univers énorme pour les marques, à travers tout ce qu'on pourra acheter pour l'avatar, ce qui est déjà important sur Second Life, comme vous savez, où on s'achète une peau, on s'achète des cheveux, on s'achète une barbe éventuellement, un sexe, on s'achète tout, quoi. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous allez peut-être ouvrir un cabinet de cyberpsychologie? Alors, je l'ai fait sur Second Life pendant des années, figurez-vous, pendant 2 ans, quand j'écrivais Virtuel mon amour en 2008, donc juste avant, j'avais ouvert un cabinet. Et alors, j'avais été très déçu parce que les avatars venaient me visiter, donc il y avait des joueurs, enfin, c'est pas un jeu, mais enfin, il y avait des internautes qui présents Second Life qui venaient de mon cabinet, et ils disaient quelques mots, et
je les écoutais, je leur posais quelques questions, mais immédiatement, ils disparaissaient. C'est la possibilité de se téléporter. Donc, il n'y avait pas vraiment d'entrée, de sortie. Donc, ça aussi, c'est peut-être un élément important dans les mondes virtuels, c'est qu'on respecte. Vous allez voir quelqu'un, il faut aller dans sa rue, faut passer. Alors, vous pouvez vous téléporter dans sa rue, mais après, il faut passer sa porte, il faut monter l'escalier. Alors que là, pouf, il tombait sur mon divan, on disait quelques mots, pouf, il disparaissait. Donc, ça n'encourageait pas du tout le lien, vous voyez. Donc, peut-être aussi, il y a des choses comme ça à créer pour que les conditions des mondes virtuels se rapprochent suffisamment des conditions de la vraie vie pour imposer un certain nombre de contraintes, notamment en termes de politesse. On ne disparaît pas comme ça sans rien dire, quand même. C'est une socialisation, une nouvelle logique sociétale à inventer. Oui, mais qui respecte certaines règles. On le dit d'ailleurs, vous savez, respecter les règles de politesse dans les mails. On dit bonjour, on dit au revoir, voilà. Ou on dit belle journée. On ne dit pas jamais belle journée quand on quitte quelqu'un dans la vraie vie, mais on dit belle journée sur les mails. Mais c'est d'autres formules de politesse. Mais l'idée qu'il y a un certain nombre de formules, il y a un certain nombre de rituels de mise en relation et de quitter la relation qui sont sans doute essentiels à l'être humain pour que le contenu de la relation soit possible. Donc ça peut être d'autres modes d'entrée, d'autres modes de sortie de la relation. Je pense qu'il faudra en inventer dans les modes virtuels. Moi, je vais garder ces règles de politesse. Je vais vous dire merci infiniment, Serge Tisseron, pour avoir fait un tour sur le plateau de l'École du futur. On lit évidemment vos analyses dans l'emprise insidieuse des machines parlantes. Plus jamais seul. Ça, c'était aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis, comprendre et soigner l'homme connecté. On a compris qu'il allait vraiment falloir le faire. Ce manuel de cyberpsychologie, c'est aux éditions Duno. Merci. Évidemment, vous revenez quand vous voulez sur ce plateau. On va installer un divan, ce sera plus simple. Puis il n'y aura pas d'avatar. Comme ça, on ne disparaîtra pas en cours de consultation. Merci infiniment, Guillaume, comme toujours, pour tes idées derrière la tech et tes enquêtes et tes questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre épisode de l'École du futur.